Bonjour à tous. Je suis Marie Landreau d'Epsilon Media et je suis avec Éric Varroquet, cofondateur d'Epsilon Media et animateur de groupe d'analyse de pratique, et Sodia Oudnani, psychologue clinicienne et animatrice de groupe d'analyse de pratique, pour vous parler aujourd'hui de la mise en place de groupes d'analyse de pratique dans le cadre du Covid-19, qui du coup se font par visioconférence. C'est une nouveauté pour nous et on s'est adapté à ce que nous traversons tous, à savoir le fameux Covid-19. La première impact qu'a eu le Covid-19 sur notre activité, c'est que l'activité s'est arrêtée du jour au lendemain. Tout simplement parce que toutes les structures avec lesquelles on travaille ont été d'un coup confrontées à la gestion du confinement au sein de leur structure. Ça a eu pour conséquence des équipes réduites, des équipes recomposées. L'enjeu était de mettre à l'abri et les personnes accompagnées et les professionnels. Et les cadres ont été pris, ont tout leur temps de pris dans cette organisation, ainsi que les équipes qui ont dû faire face à cette nouveauté qui arrivait, qui était exceptionnelle. Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, il y a à peu près 3 semaines maintenant, les premiers dispositifs d'analyse de pratique ont pu se mettre en place. Alors nous, on a eu cette idée-là, c'est-à-dire que pendant une semaine, on a été comme eux dans l'arrêt absolu d'activité, et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour permettre une continuité d'intervention au sein des structures? Et on a pensé proposer tout simplement des groupes d'analyse de pratique en visioconférence. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir un peu l'impact que ça a par rapport aux groupes d'analyse de pratique, on va dire entre guillemets classiques, où l'intervenant est avec l'équipe. Là, l'intervenant a un écran en interface et voit les membres de l'équipe. Et on va voir un peu ce que ça peut provoquer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, les premières structures qui nous ont contactés pour mettre en place des visioconférences en analyse de pratique, c'était des structures qui font habituellement de l'intervention à domicile. Donc, c'est des gens qui étaient en télétravail, des SAVS, des SAMSA, des CESAD, et qui souhaitaient qu'on mette en place un dispositif pour pouvoir parler d'une situation très particulière qui leur posait souci, qui vraiment leur tenait à cœur. Et du coup, les premiers dispositifs ont été auprès d'équipes de personnes en télétravail. Puis, on a été rejoints par des structures qui, elles, sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des foyers, des masses, des femmes, des MEX. Et là, du coup, il y avait plus l'idée aussi d'un soutien des équipes et d'un soutien des cadres. Par exemple, quand à une masse, on avait l'habitude d'intervenir tous les mois pour les cadres et tous les 15 jours pour les équipes, où ils ont intensifié euh, la fréquence et c'est devenu tous les 15 jours pour les cadres, toutes les semaines pour les équipes. Donc on voit qu'il y avait une vraie volonté de soutien et de leur cadre et de leur équipe. On a pu aussi noter que des structures qui ne connaissaient pas du tout l'analyse de pratique, qui n'en avaient jamais mis en place, ont profité de ce moment-là pour en mettre en place. Et pour moi, là, ça s'inscrit plus dans le cadre des risques psychosociaux, c'est-à-dire de prévention auprès des salariés, auprès des équipes, auprès des cadres, de dire il y a un vrai espace pour penser avec un E et penser avec un A ce que nos équipes sont en train de traverser. Je vais donner la parole à Éric Varroquet qui anime beaucoup de groupes d'analyse de pratique de cadres pour voir un peu ce que les cadres ont pensé de cette période-là, comment ça s'est ressenti à travers vos groupes. Alors, le confinement s'est imposé à tous du jour au lendemain. Les directeurs, comme les chefs de service, ont réalisé sans aucune préparation qu'ils allaient devoir demander aux personnes accueillies, que ce soit des enfants, des adolescents dans les MEX, par exemple, ou des personnes en situation de grande vulnérabilité dans les CHRS ou dans les foyers d'urgence, ou encore des personnes en situation de handicap dans les femmes. En fait, du jour au lendemain, on leur a dit, vous allez être confinés tous ensemble, vous allez devoir accompagner ces personnes, les amener à respecter les gestes, les contraintes des gestes barrières. Voilà, ça a été un choc pour tout le monde. Or, ces professionnels et ces responsables de structure qui ont l'habitude de gérer finalement des situations stressantes, là, ils ont été confrontés à une situation sans commune mesure de ce qu'ils avaient pu vivre jusque-là. Les responsables, comme les équipes, ont à gérer les angoisses des usagers, les cadres ont à gérer les angoisses des équipes, mais ils ont aussi à gérer leurs propres angoisses. Par exemple, la crainte de ramener à la maison, auprès des leurs, la maladie. Donc, alors oui, lorsque ces responsables, ces chefs de service ont eu la possibilité, au bout de 2, 3 semaines de fonctionnement, où ils avaient été seuls à gérer ces situations, le fait de pouvoir se retrouver au moyen de la visioconférence
et de pouvoir s'exprimer. Moi, ce que j'ai ressenti personnellement, c'est comment il y avait de la joie de pouvoir enfin être avec des pairs et partager. Et cette joie disait en creux, finalement, la solitude qu'ils avaient pu traverser toutes ces 2-3 premières semaines. Et au niveau technique, est-ce qu'il y a eu des craintes? Comment ça s'est un peu passé, du coup, ce passage du présentiel où on se touche, on est en direct avec les équipes, au passage à travers l'écran, où du coup, il y a le problème technique de qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil. Moi, je sais que j'ai des appels qui disent, mais qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce qu'on va savoir le faire? Comment on va pouvoir s'organiser? Il y a toujours un petit moment de crainte. Vous, comment ça s'est passé auprès des équipes? Vous, en tant qu'intervenant, déjà aussi, parce que c'est une nouvelle pratique. Et puis également pour les équipes que vous accompagnez. Eric, et puis après Sonia. Ce que je peux te dire, c'est oui, ça fait pas, c'est des outils qui font pas tellement partie de notre culture, hein. On n'a jamais animé jusqu'à présent des groupes d'analyse de pratique au moyen de cet outil. Alors, les personnes, il y avait un certain nombre de personnes, bon, ils connaissent les choses, voilà, il n'y avait pas de peur particulière. D'autres où c'était plus compliqué, mais parfois tout simplement, elle a peur de savoir se connecter, de pas être là au bon moment, au bon endroit, enfin, d'arriver en retard ou d'avoir des difficultés avec tout simplement l'ordinateur. Alors, ce qu'on a proposé dans ces cas-là, moi, je sais que j'ai proposé à un certain nombre de personnes d'avoir un rendez-vous en amont, une journée ou 2 jours avant, pour qu'elles puissent se familiariser avec l'outil. Voilà, finalement, les appréhensions ont vite été surmontées. Alors, en tant qu'animateur, c'est évident que c'est pas la même pratique. C'était une grande interrogation pour nous au départ. On savait pas vraiment comment ça allait fonctionner. Et puis finalement, ça a fait, c'est un peu la même logique qu'une consultation de psy, hein, quand on reçoit, comment dirais-je, des patients, quand on fait des séances au moyen du téléphone, de la visioconférence, c'est toujours une consultation de psy, sauf bon, il n'y a pas la présence. Je dirais la même chose que pour la consultation psy. On attend un certain nombre d'effets. Et l'essentiel, c'est que les effets soient atteints. Je dirais la même chose des séances de pratique. Les personnes qui participent attendent un certain nombre d'effets. Et ce qu'on constate, c'est que l'essentiel, c'est qu'ils y trouvent les effets attendus. Après, au niveau de la dynamique de groupe, bien évidemment, c'est différent. Moi, j'ai envie de souligner 2 points. Un, je trouve assez intéressant, c'est l'aération de la parole. Puisqu'on peut pas parler tous ensemble, ça, c'est bon, dans les groupes d'analyse pratique, souvent, voilà, alors ça fait de l'animation, c'est bien. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que une personne prend la parole, elle peut aller au bout de son propos, et une fois qu'elle a terminé, à nous d'être attentifs au regard pour donner la parole à la personne qui veut réagir à ce qui a été dit. Et c'est pas inintéressant au niveau de la qualité d'écoute. Voilà ce qui me paraît important de dire. Et vous, Sonia? Alors, pour ma part, je trouve que la visioconférence a permis le maintien du lien, donc une accessibilité. Et également, donc, dans Visio, voilà, ce regard posé sur la gestuelle, sur l'expression ou les expressions du visage, mais également un regard sur l'intimité. Donc, l'intimité du professionnel, hein, du fait de cette imbrication vie personnelle et professionnelle induite par le confinement et le télétravail. Et un regard possible donc sur le domicile, sur les cris d'un bébé en fond sonore, un enfant qui passe, un chat, un chien. Donc cette intimité qui est préservée en temps normal et partagée, voire partageable, du fait même que ce gap en visioconférence se porte sur l'intime du vécu, des affects, sur l'intime des ressentis, voire l'évocation des problèmes de santé. Donc, s'ils vivent aussi seuls, en couple, avec leurs frères, leurs sœurs, ce qui est inédit, donc au sein d'un groupe d'analyse de pratique, donc d'un GAP. Donc, pour ma part, je trouve que ça a permis que le lien se transforme, voire s'humanise, avec une soif de partage rendue du coup possible. Oui, moi, pour vous rejoindre, je pense à une responsable qui me disait, elle a fait une réunion avec tous ses directeurs en visioconférence et elle dit il y a quelqu'un qui a dit une phrase qui aurait été anecdotique en codir, on l'aurait même pas relevé. Et là, le fait d'avoir son gros plan, son visage et de voir surtout l'expression de son visage quand elle l'a dit, c'est devenu un sujet à part entière alors qu'on l'aurait sûrement laissé glisser, passer, voilà. Donc c'est vrai que je vous rejoins sur
la question, ce que vous dites, la force de l'image, du coup, l'attention que vous avez, et du coup aussi l'attention que ça nécessite pour vous en tant qu'animateur. Et puis, ce que nommait Sonia, l'action de l'intimité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose on rentre dans l'humain, on rentre chez les gens et voilà, ils s'exposent aussi d'une autre manière, et c'est en exposant une situation, ils s'exposent aussi par l'image. Tout à fait. Eric ou Sonia peut-être, tiens d'ailleurs pour commencer, honneur aux dames, pour exprimer plus les équipes par rapport au contenu même des séances, qu'est-ce qui est ressorti, qui vous a marqué? Bah dans un premier temps, c'est vrai que le caractère inédit et historique, brutal avec l'apparition donc du Covid-19 et de fait du confinement et du télétravail. Donc pour des professionnels de terrain, rappelons-le, hein, donc tels que des travailleurs sociaux, des chargés d'insertion, mais également d'autres professionnels tels que des psychomotriciens, des kinés, même des psychologues, donc d'équipes pluridisciplinaires d'établissements médico-sociaux. Cela a chamboulé les pratiques et les postures professionnelles. Donc, ça leur a nécessité de fait une réorganisation et un réaménagement physique, corporel et psychique. Comme disait un des professionnels au sein d'un des groupes d'analyse de pratiques, nos pratiques et mes pratiques sont mises à l'épreuve. Donc, ils ont pu exprimer aussi ce sentiment de culpabilité, eux qui sont dans l'allée vert et sur le terrain, donc de ne pas y être, pas de la même manière, des frustrations parce qu'ils sont privés quelque part d'action, de ne pas se sentir utiles parfois, ou proches de leurs collègues, des personnes qu'ils accompagnent, alors qu'ils accompagnent au mieux, mais sous une autre forme. Moi, j'ai envie de rappeler voilà, l'étymologie aussi de l'accompagnement, hein, qui est partager le pain avec, marcher avec un compagnon. Donc là, c'est vrai qu'on est aux antipodes avec le télétravail. Donc, ça induit une nécessité pour moi, je pense pour nous en tant qu'animateurs de groupe à ce moment-là, une nécessité de réassurance et de reconnaître cette nouvelle modalité d'être là. Donc ça, c'est assez frappant. J'ai pu entendre aussi la saturation, la fatigue, hein, un espèce d'épuisement, mais surtout une espèce de pesanteur face à l'hyperconnectivité, hein, donc qui était induite par le confinement, devant tous les écrans tels que les ordinateurs, les téléphones, WhatsApp, les groupes à ce moment-là. Donc alors qu'ils se sentaient coupés du monde. Donc migraine, mal aux yeux, au dos, avec aussi du mal à se concentrer et réaliser et du coup aussi pour contrebalancer donc cette espèce de manque de productivité, enfin ils pensaient de culpabilité, donc du coup ils produisent, se sentant pas productifs à ce moment-là, et donc réalisent leur journée en continu sans une quelconque pause, sans un seul souffle. Donc ce souffle qui a été coupé par l'apparition brutale du Covid, donc bien sûr par l'expression des peurs, des angoisses de mort aussi vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs proches, qui parfois aussi étaient des personnes à risque, donc de l'anxiété face au danger imminent. Donc il y a tout ça qu'il fallait quelque part accueillir et entendre, et qui a été le cas pendant de nombreuses semaines et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et qui sera encore peut-être après, on peut supposer. Du coup, on entend, ce qui est intéressant, c'est que le Covid vient remettre en question les pratiques des professionnels, des équipes. Est-ce qu'il en est de même pour les cadres? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les cadres? Oui, on retrouve, comme vient de le dire Sonia, on retrouve la peur, bien évidemment, l'angoisse, hein, elle est massive, mais aussi la fierté. La fierté peut-être de découvrir qu'on peut être courageux, qu'on sait prendre des risques et qu'on a du courage. Et j'ajouterais aussi un autre sentiment qui apparaît, la colère. Colère pour ceux qui ont pu faire défection. Alors, la peur, il y a des raisons, hein, il y a des raisons d'avoir peur. C'est une peur, c'est pas une peur névrotique, hein, c'est une peur qui a un objet, c'est le virus. On nous dit que c'est dangereux. Et pour certains, c'est très, très concret puisque des membres de l'équipe ont été touchés, hein. J'ai eu, moi, cette semaine, une personne qui a participé à un groupe de l'analyse de la pratique et qui a eu cette maladie, et on pouvait voir son visage à quel point elle était marquée, hein. Donc, c'est du vécu pour chacun, mais aussi
les usagers et puis des proches. Donc, comment ne pas être angoissé quand on est témoin, quand les autorités nous exhortent à, d'une part, à rester chez nous, et d'un autre côté, d'aller faire son job, de faire son travail. Il s'agit de faire vivre une collectivité dont on a la charge. Hein, il ne faut pas oublier, on parle d'EHPAD, on donne des sigles, hein, mais c'est d'abord et avant tout des lieux de vie qui réunissent des personnes en situation de vulnérabilité qu'il faut prendre soin, qu'il faut accompagner en ces temps difficiles. Et je dirais, ce qui s'exprime, c'est le sens du devoir. C'est rare qu'on exprime finalement ce type d'expression aujourd'hui, mais en tout cas, c'est venu. Ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas sans conséquence sur les habitudes du travail. Elles s'en trouvent bouleversées. D'abord, il y a les mesures de précaution à prendre pour éviter la contamination. C'est lourd, c'est très contraignant. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est très, très contraignant. Et comme ont pu me le dire plusieurs professionnels, chacun avec ses mots, ce qu'on a de plus de mal à gérer, en fait, c'est le stress. Une professionnelle me disait, lorsque je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est d'enlever mes vêtements, de les mettre dans la machine et surtout pas regarder les actualités. Et je me mets une série, j'essaie d'oublier et jusqu'au lendemain matin. Donc vraiment, voilà les sentiments les plus intenses qu'on peut recueillir dans ces groupes. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est la question de la fierté que vous amenez, c'est-à-dire que effectivement la peur, l'angoisse, qui sont tout à fait légitimes, voilà, c'est vrai que ça nous vient spontanément peut-être à l'idée. La fierté, ça me vient moins à l'idée, ce que vous défendez, et ça me fait penser aux fameux 20 heures et des applaudissements. Et c'est vrai qu'on est toujours avec l'idée des soignants, et on entend plein d'articles, enfin, on lit des articles, on entend il y a des gens qui disent mais c'est pas que pour les soignants, et c'est vrai, c'est pour les soignants, mais c'est aussi pour tous ceux qui sont dans le social, dans le médico-social, et puis tous ceux qui sont dans notre quotidien, dont on parle aussi dans les magasins, et qui permettent qu'on ait une ville propre quand même, qui permettent que la vie continue malgré tout. Et de ce Covid, du coup, on voit qu'il y a des pratiques qui sont en train de se modifier. Il y aura sûrement des choses qui seront à garder, peut-être d'autres à pas garder. Enfin, ce sera à étudier tout ça. Il y aura sûrement beaucoup des bénéfices de ce Covid-19, en tout cas de cette gestion de cette crise si particulière. Tout à l'heure, il y avait une directrice qui me disait maintenant on attend la canicule de cet été, on est prêt. Donc ça aura permis effectivement de s'entraîner dans les structures, à gérer les crises. Je trouve intéressant, c'est qu'on parle de la créativité après la fierté, la question de la créativité, de la solidarité. Sonia, peut-être sur la solidarité, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans les groupes, ils en parlent? Qu'est-ce que vous avez comme expérience là-dessus? Ce qui est quand même notable, c'est, je parlais du sentiment de culpabilité. Et donc, cette période du fait de mettre sous tension la vie, la mort, je crois que le fait d'entendre, je parlais de l'intimité, il y a quelque chose du coup qui est mieux compris. Et à ce moment-là, de toute façon, ils disent ne t'inquiète pas, moi je suis contente d'aller sur le terrain, mais ne culpabilise surtout pas. Donc, ta manière, tu es là. Donc, c'est ce que je disais dans cette nouvelle manière d'être là. Donc, ils ont pu aussi se reconnaître beaucoup de choses, donc des qualités. Et finalement, ils se renvoient dans un espèce d'effet miroir aussi, qu'ils sont engagés également et investis à leur manière dans le fait d'être là. Donc, même ceux qui ne sont pas sur le terrain, ça va être, ils vont faire relais pour appeler des partenaires. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Donc, sur le fait, quelque part, ce qui est tout à fait légitime de célébrer les soignants. Mais moi, je pense aux travailleurs sociaux qui, à ce moment-là, réorganisaient la distribution alimentaire tout en prenant en compte les gestes barrières. Donc, et ça, ils ont été entre eux, donc à se féliciter, à se célébrer, ce qui n'était pas trop le cas avant. Donc, bien sûr, au démarrage, il fallait les rassurer sur le fait qu'ils étaient engagés à leur manière, mais après, entre eux, il y a quelque chose qui a circulé. Donc, il y a eu de l'entraide pour ceux qui se sentaient seuls, donc et isolés. Donc, a été proposé des appels plus réguliers. N'hésite pas si tu as besoin de faire une pause, ou on peut à ce moment-là, il y a eu même l'idée d'un espèce de tuto. Donc, ils ont été à ce moment-là, on peut dire, créatifs dans la solidarité. Donc, même si c'est pas une créativité produite, mais ça a produit en tout cas de renforcer le lien et finalement leur dynamique d'écoute. Est-ce qu'on parle de la cohésion aussi d'écoute, des groupes, pardon.
Donc, il y a quelque chose qui semble, ils le disent, hein, mais moi, je pense que là, on est dans une équipe unie. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense par exemple, des chefs de service qui étaient plus chefs de service, qui sont devenus éducateurs. C'est-à-dire qu'il fallait Mmh. qu'ils soient Mmh. dans l'aide de l'équipe et en membre permanent. Et du coup, on rejoint cette idée de solidarité où à un moment, il faut faire face et du coup, on se pose plus trop de questions, on compte plus ses heures. Enfin, c'est pareil, j'ai échangé avec un autre directeur qui disait, mais c'est plus les 35 heures, on est aux 60 heures, mais en fait, c'est plus la question, quoi. La question, c'est, il faut faire face, on verra après, quoi. Voilà. Et Mmh. on fait face Tout à tout fait ensemble. juste. On retrouve cette idée d'entraide, de solidarité qui va faire quelque chose de fort de partager, mais qui du coup risque aussi un peu peut-être d'exclure ceux qui l'auront pas partagé. Au niveau de la créativité, Eric, ça a aussi été du coup la porte ouverte. En tout cas, ils ont ouvert les portes plutôt que la porte ouverte. Les structures ont ouvert les portes et ont permis du coup à la créativité d'y rentrer plus peut-être qu'elle n'y rentre habituellement. Euh, Ça, c'est très étonnant et je pense qu'il va falloir faire un relevé de tout ce qui s'est passé dans ces lieux pendant cette période où vraiment on a assisté à des choses tout à fait étonnantes. Tout d'abord, du fait de la nécessité en fait. Hein. Nécessité fait loi. On a vu des managers qui ont dû gérer des services avec des équipes extrêmement réduites. Hein, parce que dès les premiers jours de confinement, il y a un certain nombre de personnes qui se sont arrêtées pour garder leurs enfants pour des raisons de santé, parce qu'il y avait certains avaient une certaine fragilité, ou parfois aussi parce qu'il y a pu y avoir des peurs. Les managers ont dû réorganiser les horaires avec ceux qui étaient présents, parfois avec de grandes amplitudes, faire sauter un certain nombre de cadres. On connaît une MEX où les éducateurs ont fait le choix ensemble, collectivement, de travailler 3 jours de suite, 24 heures sur 24, pour ensuite être 3 jours en repos. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu des effets très très intéressants pour les enfants et les adolescents. Le fait de vivre en permanence, j'ai envie de dire jour et nuit, hein, avec leurs éducateurs, ça a créé des relations avec des effets tout à fait étonnants. On a vu aussi des bénévoles, des volontaires, des étudiants qui ont rejoint dans certains lieux les équipes éducatives. Alors, les cas dont on a pu me parler, au départ, il y a pu avoir un certain nombre de craintes en se disant, mais bon, comment se fait-il? Est-ce qu'on va pas prendre notre place? Et puis, finalement, les professionnels ont pu me dire à quel point ça avait été un apport précieux et comment ça avait pu provoquer là encore des situations extrêmement intéressantes dans les accompagnements, de voir des attitudes un peu différentes des personnes accompagnées. J'ai encore envie de donner un autre exemple. Je pense à une mec dont on m'a parlé, où j'ai pu parler avec la responsable qui m'expliquait que les plus grands, prenaient soin des plus petits de façon active, non pas seulement ponctuellement, mais de façon significative. Et de même, un certain nombre d'adolescents ont pu proposer de participer aux tâches ménagères, par exemple, de nettoyer les locaux, les portes, les poignées de porte, dans le cadre des mesures barrières contre ce virus. Donc voilà, donc des choses tout à fait étonnantes au point que c'est vrai nous tous, hein, je crois au départ on s'est dit oh là là, il y a certains lieux ça va exploser. Comment faire garder des personnes en situation de grande précarité 24 heures sur 24 dans des chambres, comment on va faire dans les mecs où il y a des enfants, des adolescents, les garder 24 heures sur 24, tout ça, avec des équipes réduites. Or, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que non seulement ça n'a pas explosé, mais que les équipes ont su faire preuve d'investissement, d'engagement, de créativité, qui fait que il y a pu même dans certains lieux eu des effets extrêmement apaisants. Donc, je pense que ce sera intéressant de relever tout ce qui a pu se faire, de l'analyser, de comprendre, pour que dans l'avenir, pour certains lieux, en tout cas, de pouvoir pérenniser un certain nombre de, de je veux dire, d'initiatives, de pouvoir les pérenniser. Alors du coup, c'est intéressant parce que ça a permis de faire la transition vers l'après. Alors on a vu que le fameux Covid-19, ça a amené des changements déjà avec l'utilisation de la visio et ce sera un outil sûrement qui fera partie de notre quotidien maintenant.
c'est pas quand le confinement, enfin, ou le déconfinement sera complètement terminé, c'est pas quelque chose qu'on mettra tout de suite au placard. Donc, je pense que la visio va faire partie de notre quotidien. Après, à savoir comment ça va pouvoir s'intégrer, aussi bien sur l'analyse de pratique, mais je pense aussi dans l'organisation même des équipes. Donc, on a vu qu'il y avait cet impact-là. On a vu il y avait l'impact des gens qui ont traversé ensemble. On parlait de solidarité, d'entraide tout à l'heure. Ils ont traversé ensemble. Ils étaient là, présents sur le terrain tous les jours. Et puis, il y a ceux qui étaient pas là. Alors, il y a ceux qui étaient malades, parce que ça, on a peu parlé, mais il y a quand même une partie aussi des professionnels où ils ont été malades. Je pense à des équipes où il y avait la moitié des équipes qui étaient en Covid-19, enfin, qui étaient tous malades du Covid-19, et du coup, forcément, ça a un impact aussi sur l'équipe. Ceux qui étaient pas là parce qu'ils avaient fait le choix de garder leurs enfants, ou pas forcément le choix, l'obligation, hein, parfois. Ceux qui ont eu des peurs, qui étaient fragiles aussi. Il y avait un responsable qui nous disait, il y a des gens qu'on a dû, nous, arrêter parce qu'ils faisaient partie des publics fragiles, et du coup, même s'ils voulaient venir travailler, ben non, ils pouvaient pas. Et du coup, il y aura, voilà, dans la Suisse, ce qui est intéressant de peut-être penser maintenant, c'est l'après événement. Voilà, est-ce que vous avez déjà, vous, des pistes un peu, peut-être qui pointent déjà dans les groupes d'analyse de pratique, voilà, qui peuvent un peu nous donner ce à quoi on va devoir travailler dans les semaines et les mois qui arrivent? Je pense que vous venez d'aborder un point essentiel, hein, effectivement. Hein, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui ont partagé l'événement. Il y a ceux qui ont pu être extrêmement frustrés. Je pense à une responsable de structure qui dit, moi, je suis frustré parce que je suis chez moi. On m'a contraint. J'aurais aimé pouvoir participer. Il y a les responsables qui peuvent se sentir parfois, comment dirais-je, trahir, ou c'est les termes utilisés, hein, défection, où ils se sont sentis abandonnés par un certain nombre de membres de leur équipe, et ils le vivent plutôt mal. Bon, je crois que tout ça, il va falloir que ça se mette en mots, c'est important. Je pense que c'est dès à présent, parce que l'intérêt d'un groupe de l'analyse de la pratique, c'est de pouvoir s'exprimer avec authenticité auprès de ses pairs, hein, en suspendant tous les jugements de valeur. De même que l'un des enjeux de l'analyse de pratique est de pouvoir exprimer, on l'a dit tout à l'heure à plusieurs reprises, mais c'est tellement important, c'est d'exprimer ses peurs, ses angoisses. Pourquoi? Parce que c'est le premier pas pour les mettre à distance. Hein. Moi, mon travail, c'est de consister à accompagner les gens à pouvoir légitimer le fait d'avoir peur, hein, et de pouvoir l'exprimer. Comme l'exprime une animatrice, une collègue à moi qui anime des groupes, elle me disait, aujourd'hui, nos groupes d'analyse de pratique, une partie du groupe d'analyse de pratique, c'est des groupes de parole où on va exprimer ses peurs, son anxiété, ses angoisses. Je crois que c'est le meilleur moyen pour préparer l'avenir. Parce que depuis le début de semaine, j'ai eu un certain nombre d'équipes de cadres, et c'est vrai que les cadres appréhendent, les professionnels appréhendent énormément l'appréhension. Hein. Ils se disent, comment on va gérer l'angoisse de nos usagers, comment on va gérer l'angoisse de nos professionnels, et aussi comment on va gérer nos propres angoisses. Donc moi, je pense qu'il faut un certain nombre de lieux, qu'il est essentiel que les professionnels puissent se rencontrer, partager, s'exprimer, alors que ce soit sous la forme présentielle ou par visioconférence, hein, et qu'ils puissent vraiment partager. Et j'ai envie de dire, pour les managers, peut-être surtout, d'éviter les fameuses réunions où on passe des heures à donner des informations sous un mode descendant, où moi j'ai beaucoup de cadres qui me disent à quel point ça peut être ennuyeux, long et laborieux, mais plutôt d'utiliser les réunions où on échange, on s'exprime, on partage, et on fait appel à l'intelligence collective. Les gens aiment bien être actifs dans ce type de situation, et qu'on fasse appel à eux pour ensemble trouver des pistes pour faire face à telle ou telle chose, et que ça vienne pas, voilà, qu'on nous l'impose pas d'en haut sans qu'on puisse participer à la l'élaboration. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de capital pour le retour. Parce qu'il faudra faire pardon? Non, ce qui voudrait dire que, en fait, l'intelligence collective qui a été déployée pour faire face au Covid-19 au tout début de la crise, on leur a dit, là, on est confinés, comment on va faire, comment on va gérer? Du coup, on a fait appel à tous. Je pense que là, vraiment, l'intelligence collective a été sollicitée. C'est-à-dire que cet exemple, en tout cas, la manière dont ça a été géré au début, de pas le perdre pour revenir sur des choses descendantes et directives, mais de garder cette idée de ensemble, il y a une intelligence collective, et du coup, on est plus intelligent quand on est tous ensemble. On est plus force de proposition.
C'est ça votre. Pour moi, c'est capital. Mais même, enfin, avec les équipes d'éduc, quoi. Je veux dire, on se met autour d'une table et ensemble, on a tel problème et ensemble, on réfléchit pour faire face à telle ou telle chose. Moi, effectivement, parce que c'est trop facile que pendant la crise, voilà, les gens ont dû prendre des initiatives, faire face aux situations. Puis maintenant qu'on risque de rentrer dans quelque chose, on verra dans les prochaines semaines, prochains mois, mais de plus normaliser, on met de côté ces gens qui auront eu une place importante. D'autant que le risque de syndrome post-traumatique, il existe. On entend déjà des professionnels nous parler de leur anxiété, de leurs cauchemars, de leurs problèmes de sommeil, de l'irritabilité, des crises de panique, donc de l'hypervigilance ayant des comportements obsessionnels. Donc, pour éviter ça, l'enjeu, c'est de partager, c'est de faire du nous, c'est de faire du collectif. Je pense à une chef de service qui me disait, je cogite beaucoup, je dors de moins en moins bien, pour faire baisser la pression, encore une fois, c'est partager, se retrouver, échanger, mettre en mots ses affects et être accueilli et que les affects soient accueillis. Et vous, Sonia, dans les équipes, un peu comment l'après-confinement est un peu anticipé ou pensé, ils en disent quoi? Voilà. Ah ben ils sont très inquiets, comme le disait justement, je crois, enfin voilà, comme le disait Eric, hein, donc je crois que c'est un peu le sentiment partagé, que ce soit les cadres ou pas, c'est le sentiment assez général. C'est ben, de quoi il en advient après le 11 mai, si c'est le 11 mai déjà, comment finalement appréhender ce risque, hein, je rappelle le risque vital. Donc il y a énormément de peur à accueillir. Et de l'autre côté, ça va être aussi, quand je parlais d'accueillir aussi les angoisses personnelles et propres, c'est je suis potentiellement moins à risque. Si je retourne sur le terrain, quelles seront les mesures à prendre en compte? Donc l'après est vraiment à penser effectivement et à remettre en mouvement parce que là il est encore figé. Et donc comme voilà cette apparition, comme l'effet, les premières, les incidences de l'apparition du Covid. Donc à ce moment-là il y a eu une espèce de sidération, perte de repères, les personnes étaient désorientées. Et ben l'après questionne et certains, je sens, s'enferment dans quelque chose de leur peur. Hein, ils s'enferment dans leur peur. Et donc c'est après à remettre en mouvement. Et nous avons à être attentifs. Hein. Moi j'ai l'exemple voilà d'une jeune femme, hein, une professionnelle qui paraissait complètement en détresse, s'est mise à pleurer. Donc c'était de lui proposer aussi un espace quelque part aussi d'expression. Donc, et pour accueillir toutes ces peurs, pour un peu mieux appréhender aussi le après. Et je crois que nous avons à être vigilants, attentifs au sein de nos groupes pour voir un peu, comme le disait aussi Eric, quels sont déjà les signes notables et actuels qui vont être peut-être les signes précurseurs d'un syndrome post-traumatique. Et donc, vous, Marie, d'ailleurs, en tout démarrage, vous parliez des risques psychosociaux. C'est ça dont il s'agit. Et le groupe d'analyse de pratique est vraiment un outil précieux et fondamental pour cet après. Oui, alors si on peut faire un peu une synthèse dans l'après, on va dire un peu, il y a le positif et le moins positif. Le positif, c'est du coup, c'est quel état des lieux on peut faire de toute cette créativité, tout ce qui a été inventé, cette réorganisation qui a été obligée, mais ou du coup les techniques auxquelles on a fait appel et tout ça, c'est du coup comment on garde ça aussi dans l'organisation qui va. Vous parliez de mobiliser les gens, de penser collectivement, etc. Les bénévoles sont arrivés, ils vont pas repartir, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, voilà, comment ils vont s'inscrire aussi dans ce travail-là. Donc ça, j'allais dire, c'est un peu le côté positif de faire un état des lieux de ce qui est transposable et qu'on peut garder. Et puis, il y a un effet, il y a un autre pan qui est plus, en tout cas, on veut être très vigilant. Si je reprends les termes de Sonia, d'être vigilant par rapport à nos groupes, de regarder, d'être attentif à nos professionnels. C'est intéressant, là, j'échangeais avec une responsable qui disait, en fait, toutes les lignes qui ont ouvertes d'écoute, qui sont mises très, très rapidement en place, suite au confinement, ont eu très peu d'appels. Voilà, nous à Epsilon, on a ouvert aussi une ligne d'écoute où on a eu peu d'appels pour des accompagnements individuels. Et on voit que là, les structures, ils se disent, mais finalement, en individuel, les gens s'en saisissent peu, alors que on va les faire travailler en collectif. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est intéressant à penser finalement, on le traverse pas seul, mais on le traverse ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas moi, je suis seule face au Covid, mais c'est vrai que la planète entière est face au Covid. Et du coup, peut-être que c'est intéressant de penser que l'équipe, comment accompagner l'équipe dans cette traversée
de ce qu'on vient de vivre. Et du coup, c'est vrai que la mise en place là, des cadres qui commencent à reprendre, je pense notamment aux équipes, parce que les cadres, ils étaient accompagnés un peu en amont, mais aussi parce qu'ils devaient penser les choses. Je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Du coup, les équipes, c'est aussi comment les soutenir pour éviter les risques de symptômes post-traumatiques, justement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Marie, merci Sonia. Merci Et puis, Marie, merci Eric, merci.